Salut à tous et bienvenue dans ce second épisode du podcast La Quête, proposé par moi-même, Pierre en vrai. Alors j'ai toujours pas de jingle, c'est un retour qu'on m'a fait. C'est vrai que j'aurais pu créer ou trouver un petit jingle à mettre pour les intros du podcast, mais j'ai pas eu le temps, je suis même pas sûr de vouloir en faire un, mais c'est vrai que je pourrais trouver un petit quelque chose. Donc peut-être pour les prochaines fois, dites-moi si c'est quelque chose qui selon vous serait pas mal. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à aborder, les gars. Mais avant tout, je voulais vous remercier. Vous remercier parce que vous avez vraiment répondu à l'appel pour le premier épisode. J'ai eu de très bons retours, des retours très constructifs. J'ai compris que je vous avais un petit peu saoulé avec V4, le partenaire du podcast. Mais je l'aborderai d'une manière complètement différente. C'est juste que c'était tellement un truc qui, moi, me tenait à cœur que j'en ai fait un petit peu des caisses. En tout cas, à côté de ça, vous avez été, j'allais dire très nombreux. Vous avez été 65, je crois, à écouter le podcast et j'ai cumulé plus de 10 heures d'écoute. Donc, je me dis que pour un premier épisode, c'est vraiment pas mal parce que commencer un podcast, j'ai l'impression, d'un point de vue un peu débutant, que c'est quand même quelque chose de compliqué, les gars. Parler pendant, là c'était 36 minutes devant une caméra, s'assurer qu'il n'y ait pas trop de blanc, que ça reste intéressant pour vous, c'est quand même un exercice difficile. Et puis contrairement à une vidéo, même si je filme aussi ce podcast, contrairement à une vidéo uniquement ou un contenu court sur les réseaux sociaux, animer du contenu avec uniquement sa voix, c'est un exercice très difficile et je dois avouer que j'ai adoré ça. Franchement, j'ai adoré. Ça me pousse à bien réfléchir, à être structuré dans mon propos, même si au final, comme me l'a dit un ami à moi, Fabrice, qui a écouté le podcast, j'ai fait, je crois, 3 ou 4 conclusions dans le premier épisode. J'ai dû dire, 3 ou 4 fois. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et après, je basculais sur autre chose. Donc c'est des petits détails sur lesquels je vais devoir travailler. Mais je vous remercie grandement pour vos retours, vos écoutes. J'ai même eu droit à un commentaire sur Spotify. Donc ça, c'est vraiment pépite. Et j'ai déjà, je crois, 4 avis 5 étoiles. Donc je vous invite d'ores et déjà, si ça n'a pas déjà été fait, à aller mettre un avis 5 étoiles si le podcast vous a plu sur Spotify, mettre un commentaire, enregistrer l'épisode, le télécharger, le mettre en playlist, j'en sais rien. Faites tout ce que vous pouvez pour que je gagne en visibilité. Et si vous n'avez pas Spotify, sachez que cet épisode est également disponible sur YouTube, sur la chaîne YouTube, donc Pierre en vrai. Et vous pouvez également vous abonner, mettre un like, un commentaire, partager la vidéo. Voilà, le partage, c'est aussi quelque chose qui me donne beaucoup de force, comme on dit. Donc voilà, c'est tout pour l'instant promo. Aujourd'hui, on va parler de 2 ou 3 sujets, mais qui vont tous être liés plus ou moins à l'attention. L'attention, c'est quelque chose d'assez vague, comme pour le premier épisode où je parlais de passer à l'action. L'attention, c'est quelque chose d'assez vague, mais je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que plus le temps passe, plus on manque d'attention. Typiquement, j'ai vu ça il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, il paraît, source à vérifier, qu'il nous faut en général entre 2 et 3 secondes pour définir si un contenu nous plaît ou pas, avant de scroller. Donc vous scrollez, en général, il nous faut uniquement 2 secondes sur un réel ou un TikTok pour savoir si ça nous plaît, si on veut le regarder en entier ou pas. Et je me dis que c'est quand même vachement triste parce que c'est comme si on regardait un film et au bout de 5 minutes, on se disait « Ouais, non, ça me plaît pas, je passe à autre chose ». Mais si ça se trouve, l'intrigue était en train de se construire, il y allait avoir un truc super intéressant. Et moi, je le vois en tant que créateur de contenu sur mes vidéos, donc ce qu'on appelle le hook, donc c'est-à-dire l'accroche qui va garder le spectateur en haleine et faire en sorte que la personne regarde toute la vidéo. Je crois qu'il faut que ça dure à peu près 5 secondes, mais les 5 premières secondes sont vraiment primordiales. Et je le vois en général, parce qu'on a la courbe sur les statistiques de vues sur Instagram. C'est vrai que mes vidéos, c'est rare que les gens restent dessus pendant plus de 20 secondes. En général, un bon taux de rétention, c'est beaucoup plus que ça, mais moi, en général, c'est 25 secondes si j'ai vraiment de la chance, et après, les gens, ils se cassent. Donc, c'est assez dommage. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé faire ce podcast, parce que je me dis que quand même, ça me permet de prendre le temps,
de me poser. Et d'ailleurs, il faut que j'essaie de ralentir un petit peu, de respirer, même si j'ai pas envie non plus d'avoir un rythme trop lent. Bref, le temps d'attention sur les réseaux sociaux est de plus en plus limité, et dans la vie de tous les jours au global, eh ben, c'est la même chose, les gars. Et on va commencer par la lecture. Ouais, je sais, c'est chiant, ça vous rappelle l'école quand vous disiez « Ok, vous allez lire Les Fleurs du Mal de Baudelaire », et vous ne l'avez probablement pas lu, ou alors peut-être que vous l'avez lu, moi je l'ai pas lu quand on m'a demandé de le faire. J'ai dû lire 2-3 chapitres et j'ai complètement abandonné. Et je cherchais des petits résumés sur Google, etc. Je me dis que maintenant, avec ChatGPT, ça peut être un peu plus simple pour les étudiants. Mais la lecture, ça reste un truc qui est quand même devenu difficile pour la grande majorité d'entre nous. Personnellement, j'ai toujours eu envie d'être un lecteur. D'être quelqu'un qui aime la lecture, qui aime se poser avec un livre. Je trouve que c'est stylé, que ça fait... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un gage d'intelligence que d'être capable de lire des livres. Je sais que c'est débile. Pour certains d'entre vous qui sont probablement des lecteurs aguerris, vous allez vous dire, ben, normal, quoi, c'est la base. Tu peux pas lire un livre. Mais je pense qu'il y en a aussi beaucoup d'entre vous qui vont être d'accord avec moi. Lire, c'est devenu difficile. De un, parce qu'on n'a plus la patience, comme on dit, en général, il nous faut 2-3 secondes pour évaluer si un contenu nous plaît ou pas. Donc on n'a plus la patience de se laisser prendre par une histoire. Au bout de 2-3 chapitres, si le bouquin il me plaît pas, ça dégage. Je vais jamais continuer de le lire. Et surtout, on est tellement happé par nos téléphones, Internet, YouTube, etc., que moi, ça m'est déjà arrivé, et je pense que vous aussi, on commence à lire un livre, et on a envie de prendre son téléphone pour regarder les réseaux sociaux ou quelque chose d'autre. Donc c'est là où je me dis que c'est quand même devenu grave, c'est qu'on fait quelque chose, on lit un livre, mais c'est tellement lent, la dopamine met tellement de temps à arriver parce que l'intrigue est longue à se construire, etc., qu'on a besoin d'attraper son téléphone pour se donner un petit shot de dopamine en regardant 2-3 réels qu'on va probablement oublier d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vous pose la question, est-ce que vous vous souvenez des 5 derniers réels ou TikTok que vous avez regardés? Si la réponse c'est oui, ben bravo, vous me donnez tort. Mais la réponse sera probablement non, et pour moi en tout cas, la réponse c'est non. Je me souviens pas du tout des 5 derniers contenus que j'ai regardés sur les réseaux sociaux, les gars. Et ça, c'est vraiment chaud. Donc la lecture, c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Je crois que j'ai dû acheter... en général, je dois m'acheter bien 3-4 bouquins par an, mais je les finis pas, quoi. Je ne les termine pas. Et donc je me suis dit, il faut que ça change. Il faut que ça change. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous-même vous êtes des lecteurs. Mais je me suis dit, ok, t'es de retour en France. T'es en train de t'intéresser un petit peu plus à la culture. T'as envie de refaire ta culture. Tu as envie de te mettre à la lecture. Commence par un bon classique. Et j'ai commencé, grande erreur, par le Comte de Monte Cristo, les gars. Le Comte de Monte Cristo, vous connaissez probablement le film, vous connaissez de nom, vous l'avez peut-être lu au collège, au lycée. D'ailleurs, je sais même pas comment c'est possible de le lire au collège ou au lycée, parce que c'est ultra long. C'est ultra long. Alors, l'erreur que j'ai faite, je suis parti à Cultura, je me suis dit, ok, trop bien, le Comte de Monte Cristo. J'achète le premier tome, juste ici. J'achète le premier tome, du moins ce que je pensais être... Non, moi, j'étais même pas au courant d'ailleurs qu'il y avait plusieurs tomes. J'achète le livre, je me dis, il est énorme, il est super épais. Ok, vas-y, let's go, j'achète, quoi. J'arrive chez moi, je commence à lire, je me dis, bon, il est quand même gros, mais vas-y, ça va, je peux le faire, quoi. Je commence à lire et je me dis, putain, je comprends rien à l'histoire, les gars. Vous allez vous foutre de moi. Je lis et je comprends rien à l'histoire. Je me dis, mais pourquoi ça démarre à ce moment-là? Ça a l'air d'être bizarre. C'est qui ces personnages? Je connais rien, quoi. Et là, je vois qu'en tout petit, en dessous du Comte de Monte Cristo sur la couverture, il y a écrit tome 2. J'ai acheté le tome 2 avant d'acheter le tome 1. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné dans une librairie et j'ai acheté le tome numéro 1 que je suis en train de lire. C'est effrayant. C'est effrayant. Chaque tome fait en général... Attendez, je vais regarder ça de suite. Presque 1000 pages. Donc ça me fait 2000 pages à lire. Et pour l'instant, j'en ai lu seulement 160. Donc ouais, j'ai fait
J'ai fait à peu près, je pense, un vingtième, un truc comme ça, quoi. Donc le Comte de Monte Cristo, pour l'instant, l'histoire me plaît plutôt. Je dirais que c'est assez sympa. C'est bien rythmé, je trouve, pour quelqu'un qui, comme moi, a du mal à rester dans une histoire. C'est vraiment une bonne lecture, je pense, et de ce qu'on m'a dit, c'est quand même un bon classique. Mais si jamais vous avez du mal à reprendre la lecture, je vais vous conseiller le livre que j'ai eu le plus de facilité à lire de ma vie. Et ce livre, c'est Yellow Cab de Cohen, c'est son nom de famille. Attendez, je vais vérifier ça. Yellow Cab. Alors, il s'agit de Benoît Cohen. Yellow Cab de Benoît Cohen, et c'est tout simplement le livre que j'ai eu le plus de facilité à lire de ma vie. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me suivent parce que vous aimez les États-Unis. Si vous aimez les États-Unis, particulièrement New York, lisez ce livre, les gars. Lisez ce livre. Yellow Cab, c'est pas compliqué. C'est l'histoire d'un Français qui veut écrire, je crois, un film ou une série ou une fiction, j'en sais rien, ou écrire un livre sur un chauffeur de taxi new-yorkais. Et il se dit, pour rentrer dans la peau de ce chauffeur de taxi new-yorkais, je vais devenir un chauffeur de taxi à New York. Bon, je pense qu'il a fait ça à l'époque où c'était encore possible d'immigrer aux États-Unis et de travailler en un claquement de doigts, mais il est parti aux États-Unis, à New York, il a pris sa licence pour être chauffeur de taxi, et ce livre, c'est tout simplement un recueil de toutes les histoires qu'il a pu entendre et vivre en tant que chauffeur de taxi à New York. C'est un livre qui m'a fait voyager, qui est facile à lire, et si vous avez du mal à reprendre la lecture, je vous le conseille vivement. Donc la lecture, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de difficile pour la grande majorité d'entre nous de nos jours, mais je pense que c'est quand même bénéfique de juste se poser pendant, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure, et de se dire, ok, je lis au moins 2 chapitres. Et c'est ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs. Je me suis dit, tu vas lire au moins un chapitre par jour. C'est tout. Un chapitre par jour, dans le Comte de Monte Cristo par exemple, ça me prend, je dirais, un quart d'heure, 20 minutes maximum. Mais c'est un quart d'heure, 20 minutes, les gars, qui des fois sont difficiles. Et j'ai pas honte de le dire, parce que, encore une fois, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, mais à mon avis, il y en a certains d'entre vous qui sont habitués à lire, et pour qui c'est toujours une habitude, et c'est quelque chose de normal. J'ai notamment une amie qui s'appelle Andrea, je pense qu'elle lit énormément parce que c'est dans le cadre de ses études. Mais je me dis, quand on a les réseaux sociaux et à côté on prend un livre, comment on fait pour tenir? Donc je me dis, un chapitre par jour, il y a des jours où j'en lis 2 ou 3, il y a des jours où j'en lis pas, mais mon idée c'est que la moyenne sur un mois, j'ai pu lire un chapitre par jour à peu près. Donc j'aimerais savoir si vous-même, vous êtes des lecteurs, ou pas du tout, les gars. Je suis très curieux là-dessus. Et je me demande s'il y a quand même des effets bénéfiques à long terme, c'est-à-dire si j'ai l'habitude de lire 1 ou 2 chapitres par jour, est-ce que mon attention va devenir meilleure? Je ne sais pas. Affaire à suivre, je vous en reparlerai dans un prochain épisode, je pense. Mais je vous mets au défi également. Si vous n'êtes plus du tout habitué à lire, les gars, passez à l'action, prenez un livre facile, même un manga, j'en sais rien, une BD. Comme je vous l'ai dit, Yellow Cab de Benoît Cohen, selon moi, c'est un super livre qui va vous faire voyager, qui est facile à lire, qui est pas très long, et peut-être que ça vous donnera goût à la lecture. Après, c'est vrai que c'est quand même pas facile de trouver un livre qu'on est sûr d'aimer. C'est comme un film, une série, et quoique, un film, on peut voir une bande-d'annonce, donc c'est quand même un peu plus simple. J'avoue qu'un livre, lire la 4e de couverture, c'est pas toujours suffisant. Donc soit demander à ChatGPT, soit demander tout simplement à des libraires, ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui est quand même pas mal et qu'on oublie de faire. Aller voir des libraires et leur demander, qu'est-ce que vous me recommandez, quoi. À l'époque, je faisais ça avec un disquaire parce que j'avais une platine vinyle. Et j'aimais bien aller au magasin, acheter des vinyles et dire, en ce moment, j'écoute ça, qu'est-ce que vous me recommandez? Et j'ai jamais été déçu. Donc c'est tout pour la lecture. Je vous encourage vivement à vous y mettre. Faites-moi vos retours. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous parle. Et voilà. Deuxième sujet de ce podcast, parce que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé en ce moment, c'est comment je gérais mon retour des États-Unis, pas d'un point de vue t'as quitté les États-Unis, etc. Mais
un petit peu quand même, mais c'est une vie qui est tellement différente qu'on m'a demandé comment je vivais mon retour en France surtout. Pour beaucoup de personnes, rentrer des États-Unis, c'est un glow down, c'est redescendre de 50 étages. Euh, pour moi, ça n'a pas été le cas. En ce moment, et je vous l'ai dit dans le premier épisode du podcast, c'est vrai que le mois de janvier, il est quand même assez morose, il pleut beaucoup, c'est difficile. Et aux États-Unis, j'étais en Floride, il faisait tout le temps beau, il faisait tout le temps chaud, ou presque. C'était un peu relou, même des fois, il faisait un peu trop chaud. Mais c'est vrai que la météo est pas pareille. Il y a certaines choses desquelles je suis déjà un petit peu nostalgique vis-à-vis des États-Unis. Notamment un petit peu le climat, la météo, et je dirais la façon dont je vivais là-bas. Parce que même si c'était très difficile financièrement, socialement, que j'avais pas beaucoup d'amis, que au niveau du travail, bon bah ça a été un petit peu en dents de scie, globalement j'étais très libre. C'est une période de ma vie où j'ai été très libre de mouvement, de temps. J'avais pas de travail fixe en bureau, etc. Donc c'est vrai que j'avais une grande liberté. C'est ce qui d'ailleurs m'a permis de me lancer sur les réseaux quasiment à temps plein, quoi. Je postais une vidéo tous les jours, j'avais le temps de répondre, etc. Donc c'est vrai que c'était une période où j'étais assez libre. Et maintenant, j'ai une petite nostalgie de cette période-là. Pas forcément liée au lieu, mais plus liée à l'état dans lequel j'étais, quoi. C'est-à-dire cet état de liberté. Et pour faire un petit parallèle, il y a quelques années, donc je crois que c'était les années 2011, 2012, 2013, un truc comme ça, je suis parti habiter en Suisse. Donc j'avais 15 ou 16 ans. J'avais 15 ou 16 ans quand je suis parti habiter en Suisse. Je prends un petit peu d'eau. J'avais 15 ou 16 ans quand je suis parti habiter en Suisse. Parce que ma mère a rencontré mon beau-père, avec qui elle est depuis maintenant... ça va faire 15 ans d'ailleurs. Et il était en Suisse à ce moment-là. Il y avait il y avait quelques opportunités professionnelles pour ma mère, un nouveau cadre de vie, de nouvelles choses à découvrir. Et donc, ma mère s'est dit, bon, bah, lui, il a un bon boulot là-bas, je vais pas lui demander de rentrer en France, donc, et si on partait en Suisse, quoi? Et ma mère m'a annoncé qu'on partait en Suisse. Faut se dire que j'avais 16 ans. J'avais 16 ans, j'avais mes meilleurs potes en France. Scolairement parlant, c'était pas ouf, mais j'avais mes meilleurs potes. C'était une période où je commençais à m'éclater avec mes amis, je faisais du breakdance, c'était la folie tous les week-ends, etc. Et là, ma mère me dit, bon bah on déménage. Tout ça, c'est terminé, on part en Suisse. J'avais aucune idée de ce à quoi la vie pouvait ressembler en Suisse. Mais, pour X raisons, ce jour-là, quand elle m'a annoncé qu'on partait là-bas, je me suis dit, ok, y a pas de souci, on va partir en Suisse. Donc nous sommes partis là-bas, et figurez-vous que c'était... Alors pendant très longtemps, j'ai dit que c'était les 2 plus belles années de ma vie. Pour moi, ça a été 2 des plus belles années de ma vie, pour la simple et bonne raison que, scolairement, ça se passait bien, je bossais bien. Franchement, c'était pas non plus la folie, mais au vu de ma scolarité, c'est les 2 années de ma vie où j'ai le mieux bossé, à part la fac peut-être. Mais c'est les 2 années de ma vie où j'ai bien bossé, j'ai pris goût un petit peu au travail et au lycée, quoi. Donc j'ai fait l'équivalent de seconde, première là-bas. J'avais des amis de folie. Franchement, j'avais des amis qui étaient trop cool. Le cadre de vie était magnifique. Les gars, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me regardent, qui adorent les États-Unis. La Suisse, c'est autre chose. La Suisse, c'est autre chose, les gars. Vous voyez une carte postale, mais c'est encore plus nickel. Alors, moi, j'étais du côté de Neuchâtel. Peut-être qu'il y a d'autres bleds dans lesquels c'est pas du tout comme ça. Mais c'était vraiment le lac avec l'eau transparente, les montagnes qui sont verdoyantes, les gens qui sont racistes de fou. Donc j'ai vécu du racisme quand j'étais en Suisse, parce que je me souviendrai toujours du premier jour au lycée. Donc je dis à des camarades et tout, oui, je m'appelle Pierre, je viens de France et tout. Et là, il y a un gars, je sais plus son nom, mais il s'appelait Maxime, son nom de famille, c'était un truc à l'allemande et tout, là, qui me dit, tes parents, ils sont venus pour prendre notre travail, c'est ça? Et là, je me suis dit, c'est ça le racisme. Ça fait ça, ok. Donc voilà, je me suis dit, waouh, quand même, c'est chaud.
Mais outre ce petit incident et le fait que, ouais, il y a quand même un petit peu de racisme là-bas, la Suisse, c'était trop, trop bien. Les gens étaient globalement tous plutôt sympas, même si c'est une mentalité différente. Et moi, j'ai kiffé. Ma vie se résumait à aller au lycée, avoir des notes correctes, aller faire du skate avec mes potes le week-end, aller traîner jusqu'à pas d'heure au bord du lac, boire du Red Bull et manger des burgers, du McDo. Je faisais du breakdance. L'endroit où je faisais du breakdance, c'était ultra cool. Les gens étaient trop sympas. Pendant toutes les vacances scolaires, je revenais en France, j'avais des choses à raconter. Je voyais mes potes. C'était vraiment la belle vie, les gars. Je vivais ma best life quand j'étais en Suisse pendant ma 15e, 16e et 17e année de ma vie, quoi. Et puis, je me suis rendu compte que le diplôme que j'avais passé là-bas n'était pas vraiment un équivalent du bac. Donc, en plus de ça, j'avais vraiment envie de rentrer en France. Je venais d'avoir 18 ans. Donc, je me suis dit, je rentre en France. Et là, waouh! Et là, par contre, ça a été très, 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 très dur. Parce que je revenais de 2 années de folie, les gars. 2 années de folie, d'insouciance, de bonheur. Et je revenais à une réalité qui était la grisaille. Mes parents étaient restés en Suisse, j'étais seul. J'avais un taf de merde, j'avais pas de diplôme. J'avais une voiture, j'avais pas d'argent. C'était vraiment, mais la vie, nulle. Autant là, mon retour des États-Unis, il est vraiment pas trop trop mal, je me sens bien. Autant le retour de la Suisse quand j'étais ado, jeune adulte, ça a été vraiment très très dur. Et je pense que j'ai été dépressif pendant un petit moment. J'ai repris des kilos que j'avais perdus juste avant de partir. Ça a été vraiment la déprime, quoi. Et j'ai été pendant très longtemps vraiment très très nostalgique de ces années en Suisse. Et je pense que j'ai une partie de moi qui est peut-être restée là-bas. Ah, c'est une jolie phrase, ça. Mais j'ai une partie de moi qui est restée là-bas, une certaine forme d'insouciance que j'ai jamais vraiment retrouvée, jusqu'à ce que je parte, je crois, aux États-Unis, où pendant quelques mois, mon début aux États-Unis, c'est un petit peu ça. Une certaine forme d'insouciance de se dire, bon, bah voilà, je suis dans un nouveau pays, une nouvelle vie. Et donc, j'ai revécu cette forme d'insouciance une seconde fois. Mais ça s'est vite soldé, enfin, au bout d'1 an et demi, presque 2 ans, ça s'est soldé par une fatigue mentale. Parce que bon, bah forcément, j'étais à sec niveau thune que socialement. Comme je vous l'ai dit, c'était dur, j'avais pas d'amis, même si j'essayais, c'était dur de créer de vrais liens sociaux. Et donc j'ai eu ce besoin viscéral de rentrer en France, dans mon pays, comme me l'avait dit ce gars en Suisse au final, de rentrer dans mon pays, et je me sens bien mieux maintenant. Donc c'est vrai que le retour ou la fin d'une belle période dans la vie, c'est quelque chose qui est quand même difficile à aborder. Mais plus tôt dans la journée aujourd'hui, j'ai une de mes meilleures amies qui a une amie à elle qui fait un podcast également. Et donc elle m'a dit, tiens, dans le cadre de ce podcast qu'on va faire toutes les deux lundi, j'aimerais te poser une question. Et elle m'a demandé, comment tu fais pour avoir autant confiance en toi? Et c'est un petit peu lié à ce qu'on a abordé plus tôt dans ce podcast, qui est très orienté sur la réflexion, l'attention, prendre du recul sur sa vie, etc. Elle m'a demandé comment ça se fait que j'avais confiance en moi. Alors je sais pas si c'est l'image que je dégage sur les réseaux sociaux, est-ce que j'ai l'air d'avoir confiance en moi, mais je lui ai dit, je sais pas si j'ai confiance en moi, mais j'ai un processus de réflexion qui fait que je m'autorise tout. Et je pense que quand on s'autorise tout, on donne l'impression qu'on a confiance en soi parce qu'on ne passe pas à côté de certaines opportunités, on se donne une chance pour énormément de choses dans la vie, et c'est ce qu'on a abordé dans le premier épisode du podcast, mais c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je sais pas si j'ai confiance en moi, mais en tout cas, je veux avoir aucun regret dans ma vie, donc je tente tout. Donc bref, c'était assez marrant qu'elle m'ait posé cette question-là. Et d'ailleurs, en parlant de questions, je pense qu'il est l'heure de répondre à vos questions. Parce que oui, je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions dans le cadre de ce second épisode du podcast La Quête. Et donc, je vais commencer tout de suite. Alors, la première question,
Elle m'a été posée par Road to USA, qui est un compte Instagram, donc je ne sais plus exactement le prénom, mais allez faire un petit tour, c'est vraiment sympa. Si vous aimez les États-Unis, c'est top. Donc Road to USA qui m'a demandé, tu ne travaillais pas chez Lush? Si oui, pourquoi tu es parti? Eh bien oui, je travaillais chez Lush, les gars, vous le saviez, pendant le mois de novembre-décembre. Lush, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magasin de cosmétiques frais et fait à la main, d'après ce qu'ils disent. Oui, c'est fait à la main, frais. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je veux pas cracher dans la soupe parce que j'ai travaillé là-bas pendant longtemps. C'était un des jobs qui a été les plus faciles pour moi dans ma vie. Ce qui me saoule un petit peu, c'est que c'est une boutique avec donc pas énormément de passages non plus, à part pour les jours de Noël forcément ou les samedis. Il y a pas énormément de passages et je me fais vite chier. Et le deuxième truc, les gars, donc j'ai travaillé chez Lush et je peux vous dire que le truc qui m'a le plus saoulé, donc tout est très cool, hein, mais le truc qui m'a le plus saoulé en travaillant là-bas, c'est que l'odeur du magasin. Si vous êtes client là-bas, vous le savez, il y a une forte odeur qui se dégage quand vous rentrez dans la boutique ou même à l'extérieur quand vous passez devant un magasin Lush, vous savez à 20 mètres qu'il y en a un pas loin. L'odeur se colle sur vous à vie. L'odeur se colle sur vous à vie, les gars. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans la boutique, vous passez même ne serait-ce qu'un quart d'heure dans la boutique, vous ressortez, vous avez les fringues qui sentent Lush. Et pour l'anecdote, un jour, il y a un mec qui m'avait dit « Hey, tu travailles dans un bar à chicha ?» Je dis « Non, pourquoi ?» Il me dit « Je sais pas, tu sens la chicha ?» Je dis « Non, je travaille dans une boutique à savonnette, les gars. » Donc bref, l'odeur est collée sur vous H24, c'est assez relou. Mais sinon, c'était une bonne expérience. Et j'ai arrêté de bosser là-bas parce que c'était un CDD de 2 mois, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu pas mal de questions de Petit Bonnet. Petit Bonnet, c'est un très bon ami à moi, évidemment. Donc il m'a demandé, c'est quoi tes max à l'haltéro? Donc l'haltérophilie, il faut qu'on en parle également, les gars. Quand je dis aux gens que je fais de l'haltérophilie, on me répond toujours la même chose. Moi aussi, je vais à Basic Fit. Ça n'a rien à voir. L'haltérophilie, je crois que c'est le sport le plus méconnu au monde, probablement. Vous voyez aux Jeux Olympiques les obèses qui soulèvent une barre avec 250 kilos au-dessus de la tête, etc. Bah, l'haltérophilie, c'est ça. Sauf que la grande majorité des gens ne savent même pas ce que c'est. Le but, c'est de prendre une barre du sol et de la mettre au-dessus de sa tête. Dit comme ça a pas l'air d'être le sport le plus smart au monde, mais figurez-vous que c'est un sport où en fait il y a beaucoup plus de dominante technique et explosive que juste de force brute. Donc l'haltérophilie, si vous ne connaissez pas, je vous invite grandement à essayer parce que c'est un sport qui développe énormément de qualité physique. Et comme le dit mon coach d'haltérophilie, Arthur, l'haltérophilie, c'est le sport le plus difficile qui rend le reste facile. Et donc mes max, si vous êtes familier avec ce sport, ça va vous parler, sinon tant pis. Mais à l'arraché, c'est 116 ou 117, il y a débat. J'ai pas de vidéo à 117, mais j'ai la vidéo à 116. Et à l'épaulé jeté, c'est 139 kilos. Mais en ce moment, je suis plus proche du 105-125. Bref, seconde question, c'est quoi le secret pour créer du contenu? Le secret pour créer du contenu, c'est de créer du contenu. Et oui, les gars, tout le monde veut être famous sur les réseaux, mais le plus grand conseil qu'on puisse vous donner, c'est juste de poster. Filmez quelque chose, postez. Filmez quelque chose, postez. Filmez quelque chose, postez. Plus le temps va passer, plus vous allez affiner votre style, vos montages, vos sujets, votre façon de parler, et au plus vous allez avoir de succès. Mais les gens qui essayent d'avoir du contenu parfait dès le début, bah ils vont jamais réussir. Parce que, enfin, je connais personne qui a créé un compte Instagram, qui a posté une vidéo et direct elle a fait 1 million de vues. Ou alors, c'est très 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 rare. Mais je dirais que la quantité va vous permettre d'obtenir de la qualité au long terme. Ensuite, donc on m'a demandé ce que je lisais en ce moment. Bon, bah j'ai répondu. En ce moment, je lis Le Comte de Monte Cristo. Qu'est-ce qu'on m'a demandé ensuite? Qu'est-ce que tu as le plus aimé, le plus détesté aux USA? Je pense que je vais garder ça pour une autre vidéo. Ensuite, on m'a demandé, est-ce que tu aimerais voyager prochainement en France, en Europe ou plus loin? Alors oui, j'aimerais voyager, mais pas très loin au final. Déjà, j'ai des amis à aller voir à La Rochelle, mais sinon, j'aimerais énormément aller en Bretagne.
J'ai déjà passé énormément de temps en Bretagne quand j'étais plus petit parce que j'ai ma grand-mère qui est là-bas. Et la Bretagne, c'est une région, je trouve, où on se sent dépaysé alors que pourtant on est en France. J'aime la météo là-bas, j'aime quand il fait gris en Bretagne parce que ça va avec le mood. Et ça me rappelle un petit peu l'Écosse, parce que un des plus beaux voyages de ma vie, c'était l'Écosse. Je suis parti tout seul pendant quasiment 2 semaines et c'était génial. Dormir sous tente, etc. Donc la Bretagne, ça me plairait énormément. J'aimerais bien y aller au printemps et profiter des beaux paysages, de la belle pierre, les gars, des maisons en pierre et tout ça. Bien manger, bien profiter. J'avoue que c'est ce qui m'attire le plus en ce moment. Après, sinon, dans les voyages hors de la France, l'Italie, l'Espagne, la Dolce Vita, les gars. Il y a que ça qui m'attire en ce moment. J'ai besoin de simplicité au max en ce moment. C'est vraiment ce qui définit ma vision de la vie en ce moment, c'est la simplicité. Donc voilà. Je pense que nous arrivons au bout de ce second épisode du podcast La Quête. J'ai conscience que c'était peut-être un petit peu moins fun, peut-être, parce que, trouver des sujets toutes les semaines, c'est pas forcément évident, mais j'ai pas envie de m'arrêter. Et je pense que c'est là un petit peu une morale à retenir aussi, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, l'important c'est de poster du contenu, passer à la suite, poster du contenu, passer à la suite. Pareil pour ce podcast, ce sera peut-être pas toujours quelque chose d'ultra travaillé, mais au moins, je m'améliore au fur et à mesure des épisodes. Et j'espère quand même que vous aurez apprécié ce second épisode du podcast La Quête. Je vous remercie grandement de m'avoir écouté. J'attends toujours vos retours, vos avis, vos suggestions, de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter, je l'espère. Mettez un avis 5 étoiles sur Spotify, un commentaire, partagez l'épisode. Et si vous êtes sur YouTube, mettez un like, abonnez-vous, un commentaire, partagez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.